3 joueurs incapables de rentrer leur langue dans leur bouche. Des corps qu'on porte à bout de bras hors du vestiaire. Des athlètes d'élite qui s'effondrent quelques heures avant la plus grande finale de leur vie. Et si je vous disais que tout ça s'est passé juste avant le coup d'envoi de la finale de la CAN, dans l'ombre, loin des caméras, pendant que le monde entier attendait le spectacle. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo va vous glacer le sang et surtout va vous forcer à vous poser une question terrifiante. Est-ce que cette finale a été sabotée? Le rideau est tombé, les confettis jonchent encore le sol, le Sénégal vient de soulever le trophée, mais l'effervescence de la victoire cède brusquement la place à une atmosphère pesante. Ce qui aurait dû être une célébration du football africain se transforme en un terrain d'investigation sur des polémiques d'une gravité inouïe. Parce que les révélations d'Ismaël Jacobs, le défenseur sénégalais, ne sont pas de simples bruits de couloir, elles agissent comme un véritable séisme médiatique. Et elle force le public entier à se demander si cette compétition a été le théâtre d'un sabotage délibéré. Au-delà du score, c'est l'intégrité même du tournoi qui est aujourd'hui sur le banc des accusés. Alors accrochez-vous, parce qu'on va plonger ensemble dans ce dossier brûlant. On va passer de la tactique de jeu à une chronique clinique absolument terrifiante. Ismaël Jacobs, quand il prend la parole après la finale, adopte une posture d'équilibriste. Il accuse sans accuser. Il sait que le poids de ses mots pourrait déclencher une crise diplomatique sportive, mais son récit ne laisse place à aucune ambiguïté sur la terreur vécue en interne par l'équipe du Sénégal. Pour lui, le terme « accident » est une insulte à la réalité des faits. Et voilà ce qu'il raconte. D'abord, il insiste, ce n'était pas une simple intoxication alimentaire avec des vomissements. Non, ce qu'il décrit, c'est un effondrement organique total, soudain, simultané, pour 3 joueurs clés de l'équipe, Niang, Crépin Diatta et, selon certaines sources, Lamine Camara ou Matar Sarr. 3 piliers de l'équipe neutralisés en même temps juste avant le match le plus important de leur carrière. Et là, attention, parce que la description qu'il donne est absolument glaçante. Jacobs utilise le terme allemand « gruselig », qui veut dire « effrayant », pour décrire l'état de ses coéquipiers. Il dit, et je cite, que les 3 joueurs étaient physiquement incapables de rentrer leur langue dans leur bouche. Il compare ça à des convulsions, comme s'ils convulsaient. Des joueurs cadres qu'on a dû porter physiquement pour les sortir du terrain ou du vestiaire, totalement vidés de leur substance vitale avant même le coup d'envoi. Et Jacobs martèle, ce n'était certainement pas un accident. Maintenant, réfléchissons 2 secondes à la portée de ce témoignage. Jacobs s'exprime après la victoire. Il n'a aucune raison d'être aigri, il vient de gagner la CAN. Donc l'argument de la mauvaise foi post-défaite, on peut l'évacuer tout de suite. Par contre, l'absence de preuves matérielles immédiates le place dans une zone de danger juridique extrême. S'il ne peut pas étayer ses dires, il risque une suspension pour diffamation. Mais le fait qu'il prenne ce risque, ça souligne justement sa conviction profonde, la sensation que quelqu'un a tenté de décapiter l'équipe du Sénégal par des moyens non sportifs. Et maintenant, parlons du cas le plus troublant de toute cette affaire, le cas de Crépin Diatta, parce que lui, c'est le pilier central de cette enquête, désigné par de nombreux observateurs comme le meilleur latéral droit de la compétition, le véritable métronome de la défense sénégalaise. Et son retrait forcé, juste avant la finale, c'est un coup chirurgical porté directement à l'ossature de l'équipe. Voici la chronologie de son calvaire. Le matin du match, premier signaux d'alerte. Diatta ressent un malaise qu'il tente de minimiser. Il se dit que c'est la pression de la finale, rien de plus. Mais au moment du départ vers le stade, la dégradation est fulgurante. Il dit lui-même « J'avais mal partout, à la tête, c'était très bizarre ». L'athlète d'élite s'effondre. Pendant que ses coéquipiers luttent sur le terrain pour remporter cette finale, Crépin Diatta subit un enchaînement de 4 malaises successifs. 4. Il est hospitalisé en urgence et il ne suit le sacre de son équipe qu'à travers quelques bribes de vidéo sur un écran d'hôpital. Il n'est autorisé à quitter l'établissement qu'à 10 h le lendemain matin, après une nuit entière de lutte physiologique. Et c'est là que l'affaire devient vraiment troublante, parce que les examens pratiqués dans l'urgence n'ont rien détecté. Officiellement, rien. Et c'est précisément ici que l'enquête pointe un conflit d'intérêts flagrant. Les joueurs ont été examinés par des médecins locaux dans le pays hôte. Or, admettre une intoxication ou un empoisonnement sur le sol national aurait provoqué un scandale diplomatique majeur et terni l'image de l'organisation. Alors pour les partisans de la thèse du sabotage, ce silence médical n'est pas une preuve d'innocence. C'est l'acte final d'une dissimulation stratégique. Une opération visant à neutraliser le métronome sénégalais sans laisser de traces. Mais cette affaire ne surgit pas dans un vide paranoïaque. Elle s'inscrit dans ce qu'on a appelé la CAN des dingueries, une compétition où une série de mesquineries a fini par créer un climat de suspicion généralisé. C'est la théorie de la mort par 1000 coupures. Regardez l'inventaire. L'incident de la serviette avec Yevan Joffroff, un ramasseur de balles marocain lui subtilise son matériel et au moment de partir, il lui lance un surréaliste « Sois fair play ». L'inversion totale des valeurs en direct. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Un arbitrage qualifié de cataclysmique, des bagarres physiques entre journalistes en tribune de presse, une finale où une équipe menace de quitter le terrain.
Le cadre sportif a littéralement explosé. Sans parler de la guerre de l'information, la diffusion de fake news virales, comme la mort annoncée d'un stadier qui avait été frappé, information démentie plus tard, mais qui a maintenu le public dans un état d'alerte permanente. Et voilà le problème. Chaque incident, pris isolément, pourrait être une simple erreur, un accident, une coïncidence malheureuse, mais leur accumulation crée un biais de confirmation puissant. Quand vous voyez un ramasseur de balles donner des leçons de morale tout en volant du matériel, l'idée que des officiels ou des acteurs locaux puissent empoisonner des joueurs pour influencer le résultat ne semble plus être une théorie de complot délirante. Ça devient une escalade logique dans un environnement devenu complètement toxique. Alors où en sommes-nous ? Cette affaire laisse le football africain face à ses démons. On a deux thèses irréconciliables qui continuent de diviser l'opinion. D'un côté, la thèse du sabotage délibéré. 3 joueurs majeurs éliminés par une substance neutralisante juste avant le choc final. Une opération chirurgicale facilitée par la complaisance de services médicaux locaux, soucieux d'éviter le scandale et de protéger l'image de l'organisation. De l'autre, la thèse de la psychose collective. Un enchaînement malheureux de malaise dû au stress, à une déshydratation non détectée, amplifiée par l'hostilité réelle du contexte et la pression insupportable d'une finale de CAN. Mais une chose est certaine, pour qu'on puisse enfin être en paix avec cette CAN, une enquête officielle, indépendante et transparente est la seule issue. Sans elle, l'ombre du doute planera éternellement sur les performances athlétiques de ce tournoi. Et vous, quelle est votre conviction? Est-ce que les détails cliniques fournis par Jacobs, ces langues qu'on ne peut pas rentrer, ces joueurs portés à bout de bras, est-ce que ce sont les preuves d'un acte criminel orchestré dans l'ombre, ou est-ce que c'est le fruit d'une tension devenue insupportable qui a fait craquer les corps et les esprits? Dites-moi tout dans les commentaires, je veux lire vos théories. Et si cette vidéo vous a marqué, likez-la, partagez-la, parce que cette histoire mérite d'être entendue. On se retrouve très vite pour une prochaine enquête.